Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Actualité oblige, la capitale burkinabé Ouagadougou a été visée par plusieurs attaques. Un commando de 6 hommes armés ont ouvert le feu sur les passants avant de se diriger vers l'ambassade de France. Ils n'ont pas réussi à pénétrer dans l'ambassade. Le parquet de Paris avait annoncé de son côté avoir ouvert une enquête pour tentative d'assassinat terroriste. En ce qui concerne l'attaque menée contre l'état-major des armées burkinabé, la zone est toujours en train d'être sécurisée selon le ministre burkinabé de l'information. 8 assaillants ont été neutralisés et une cinquantaine de blessés. Le récit. Des tirs sporadiques et une épaisse fumée noire qui s'échappe de l'état-major burkinabé. Il est 10h30 heure locale à Ouagadougou lorsque plusieurs hommes armés de Kalachnikov ouvrent le feu. 2 lieux sont visés, le QG de l'armée burkinabé ainsi que l'ambassade de France. Inoussa se trouvait à quelques mètres lorsque l'attaque a commencé. Des personnes descendues dans une voiture, au nombre de 6 ou 4 personnes, quand ils sont descendus, ils ont commencé à tirer à la jeune. Il y a eu ils ont tiré, c'est acheté. Maintenant, nous, on est venus pour voir. C'est ce qu'on est venu. On a vu des tirs, des coups de tir, tout, partout. Et puis, des fumées. Après, les gens commencent à courir. Très vite, les hélicoptères de l'armée survolent la zone et les forces de l'ordre sont mobilisées pour neutraliser les assaillants. Au-delà de la panique, au-delà donc, de ce que nos populations ont été ébranlées, il y a une riposte appropriée qui a été opposée aux assaillants, non encore identifiés. C'est la formule pour le moment consacrée. L'attaque n'a pour le moment pas été revendiquée, mais pour le ministère de la Défense burkinabé, il s'agit bien d'un attentat. De son côté, le parquet de Paris annonce ouvrir une enquête pour tentative d'assassinat terroriste. La mission des parlementaires de l'opposition était hier l'hôte des militants du premier arrondissement communal de Niamey. La trentaine de députés de Zamzam, Lumana, Hankouri a entretenu l'assistance sur 2 points, à savoir le code électoral et la loi de finances 2018. Le résumé avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Le rendez-vous de la commune Niamey 1 dans le cadre de la mission parlementaire de l'opposition se passe de tout commentaire. Un rendez-vous politique visant à sensibiliser les militants de l'opposition sur des sujets d'intérêt national, pour lequel les membres de la mission du groupe parlementaire Zamzam Lumana Hankouri se réjouissent de la mobilisation des hommes et femmes de cet arrondissement communal. J'étais extrêmement émerveillé, j'étais vraiment très content. Étant le député issu de l'association de l'arrondissement, j'étais vraiment très émerveillé de la mobilisation que les gens ont réservée aux différents députés qui se sont présentés en notre milieu. Vraiment, c'était émerveillant. Avant même qu'on arrive à leur niveau, je crois que dans toute la vie, ils sont en train de s'inscrire dans le... Parce que, pour être clair, la loi de finances, c'est une loi de finances catastrophique. Parce que je vous dis que présentement, là où je ne sais pas, il y a plus de... C'est-à-dire que ce qu'on appelle en matière d'impôt exonération. C'est des impôts qui rentrent dans le cadre de l'imposition, mais qui sont exonérés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'État a volontairement empêché, donc a voulu prendre des taxes pour vraiment soulager la grande masse. Parce que toutes les personnes, la grande masse des gens qui sont en train de consommer, c'est dans ce sens qu'ils vivent. Et ces impôts-là, nous, on les a déchiffrés. C'est-à-dire qu'en matière d'impôts, de biens et services, comme le transport, les plus-values, ils ont mis beaucoup. C'est-à-dire qu'au moins une vingtaine d'impôts qu'ils ont en même temps mis. Donc ça, c'est inadmissible. Occasion pour l'honorable de revenir sur les déclarations incendiaires tenues par certains tenants du pouvoir relativement à la très controversée loi de finances 2018. Ça, c'est une haine affichée que ce ministre-là, M. Massoud, a contre le peuple. Celui qui n'a pas une haine affichée, c'est-à-dire qu'il méprise un président qui a été élu à 92% par le peuple ne peut pas dire ce genre de paroles. Et moi, je connais la logique. Parce qu'il a parlé en pleine assemblée, il a dit qu'ils ne vont jamais
jamais leur gouvernement accepter ce que l'opposition propose. Donc c'est dans cette logique qu'ils sont partis. C'est pas parce qu'ils ne voient pas vraiment le bien fondé de ce qu'on dit, mais c'est parce que nous, en tant qu'opposants, on a proposé, ils ont juré que nous, ce qu'on propose, ils ne vont jamais prendre. Sinon, ça ne se dit pas, ça ne peut se faire. C'est vraiment, ça c'est mépriser vraiment le peuple. Vraisemblablement, aucun des deux camps n'entend baisser les bras dans cette affaire, toute chose qui n'augure pas de lendemain meilleur. Quant au groupe parlementaire de l'opposition, elle poursuit sa mission de sensibilisation de proximité dans la ville de Niamey. Oxfam Niger organise depuis ce matin un forum sur le thème jeunesse, innovation et influence. Un forum qui rentre dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes porteurs de projets. Le compte rendu. Ce forum de 2 jours qu'organise Oxfam Niger à l'intention d'une cinquantaine de jeunes s'inscrit dans le cadre du projet Empowerment des jeunes. Un projet qui vise à motiver les jeunes sur la créativité, l'innovation et à encourager l'émergence d'un entrepreneuriat durable au Niger. Dans son mot de bienvenue, la directrice pays a justifié le choix des jeunes pour ce projet. Le choix des jeunes pour ce projet est basé sur la conviction d'Oxfam que la jeunesse doit être un capital humain riche sur lequel l'avenir des nations doit être construit et non comme un fardeau pour la société. Nous comptons sur votre participation directe, franche, constructive. Nous ne voulons pas que ce soit un forum, disons, formel, où on s'écoute, où on prend note sans aucune conviction. Nous voulons que ce soit un forum interactif. Un forum qui sera animé certes par des spécialistes, par des entreprises, des sociétés qui sont déjà aguerris en matière d'accompagnement des jeunes. Un forum qui sera animé avant tout par le garant principal de droit qu'est l'État. Mais nous voulons aussi que ce soit un forum qui vous donne la voix pour que vous puissiez vous prononcer par rapport aux défis que vous rencontrez dans le cadre, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat, dans le cadre de l'innovation, dans le cadre de la créativité, mais que vous fassiez encore preuve de créativité. Ce forum sera une occasion pour diagnostiquer les opportunités et les défis de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger. Et c'est pour cette raison que le directeur de cabinet du ministre de l'entrepreneuriat a salué la tenue de ce forum. Les débats riches et pertinents qui seront menés autour de cette thématique, qui demeure encore d'une brûlante actualité au Niger et qui sera passée au peigne fin du 2 au 3 mars 2018, donneront certainement l'occasion à ces jeunes d'apprendre, de s'exprimer librement, d'échanger et surtout de partager les bonnes pratiques, mais aussi leurs expériences respectives. Ce forum, faut-il le souligner, cadre aussi avec les missions assignées au ministère de l'entrepreneuriat des jeunes, à savoir la mise en place de mécanismes, mesures et actions visant la relance du tissu économique à travers la création d'entreprises par les jeunes. À l'issue de ce forum, Oxfam Niger subventionnera concrètement les 10 meilleurs projets innovants et viables parmi ceux qui seront soumis par les jeunes participants. La compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a animé ce matin une presse. Objectif, présenter sa nouvelle formule Amunti, une formule pour davantage simplifier la vie à sa clientèle. Le compte rendu de Nafisa Yahaya et Sadoudoumi. Répondre aux aspirations de sa clientèle est le credo de la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger. Entre autres avantages et prestations qu'offre Orange Niger, la toute nouvelle formule de la SIM Aminti. À rappel, Aminti qui signifie amitié a été conçu pour vous permettre de communiquer plus facilement avec vos proches et vous accompagner sans cesse dans votre quotidien, ce conformément à notre ambition majeure de connecter chacun à ce qui lui est essentiel. Aussi, après avoir soigneusement étudié vos besoins et aspirations en matière de services de téléphonie, notamment les appels, nous avons l'immense plaisir de vous informer que désormais, la SIM Aminti au tarif habituel de 300 francs vous permet de bénéficier de 200% de bonus vers tous les réseaux au Niger sur toutes vos recharges à partir de 100 francs seulement.
Pour adhérer à cette offre, c'est simple, rapide et avantageux. Vous profitez également d'avantages exceptionnels, notamment 150 francs de crédit initial à l'achat de la SIM, utilisable également vers tous les réseaux au Niger, un tarif de 1,8 francs la seconde pour vos appels vers tous les réseaux au Niger et des appels facturés à 1 franc la seconde pour vos 5 numéros préférés, dont 4 numéros Orange et 1 numéro dans notre réseau. Je vous invite à rejoindre la grande famille Orange avec la SIM Aminci à seulement 300 francs pour bénéficier de tous les avantages cités en amont qui vous simplifieront encore plus la vie. Si vous êtes déjà client Orange, gardez vos SIM et bénéficiez des mêmes avantages en souscrivant au dièse 225 dièse 14 dièse ou en envoyant le mot-clé Aminci ou AMI, AMI au 2525. Avec la SIM Aminci, c'est désormais 200% de bonus vers tous les réseaux et ce chaque lundi. Vous rapprochez de l'essentiel Orange. L'Université Entente Internationale a organisé hier à son sein un colloque scientifique et culturel avec pour thème Jeunesse, espoir de la nation et le secret du développement. Ce colloque est le premier du genre organisé par cette université. Le compte rendu de Abdul Razak Léo et Chebou Guissou. C'est un colloque centré exclusivement sur la jeunesse et la promotion de l'employabilité sur cette dernière. Un colloque conférence organisé par l'Université privée Entente Internationale qui permettra d'améliorer les capacités chez les jeunes potentiels pour une croissance plus rapide. L'enseignement supérieur est sans doute le moteur du changement en Afrique. Des résultats d'une étude faite par la Banque mondiale révèlent que l'enseignement supérieur en Afrique peut aider les pays à rattraper leur retard technologique et ainsi améliorer leur capacité potentielle pour une croissance plus rapide. Dans le domaine privé individuel, il y a une meilleure perspective d'emploi, une grande capacité à épargner et à investir et un meilleur état de santé. Dans le domaine public, un renforcement du développement économique par le rattrapage technologique, l'accélération de la diffusion des technologies aurait comme conséquence la diminution du déficit des connaissances et donc une plus grande possibilité de réduction de la pauvreté de la région. C'est pour toutes ces raisons que l'Université Entente Internationale s'est fixé des missions fondamentales qui sont l'enseignement, la formation, la recherche et le service à la société. Et lors de l'ouverture de ce colloque, M. Idrissa Oumarou, conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, n'a pas manqué de remercier et de féliciter l'université pour cette initiative. Je tiens à féliciter l'Université privée Entente Internationale qui a bien voulu nous demander de parrainer ce colloque qu'elle organise sous le thème Jeunesse, espoir de la nation et le secret du développement. Cela signifie donc que cette nouvelle université ne cesse de multiplier ses activités dans le cadre de la formation des étudiants. Permettez-moi de remercier aussi la forte délégation libyenne dirigée par le professeur Ben Taher Mohamed, recteur de cette université. Je profite donc de cette occasion pour féliciter votre université d'avoir cette vision qui fait du savoir la clé de tout développement. C'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation prendra toutes les dispositions pour vous accompagner dans cette noble ambition. Ce colloque scientifique et culturel, initié par l'université privée Entente Internationale, l'un des premiers du genre, s'est tenu dans d'excellentes conditions et permettra à plus d'un d'en savoir un peu plus sur l'employabilité des jeunes. La coalition ASSO-EPT organise depuis ce matin un atelier de validation du code de conduite en milieu scolaire du programme quinquennal dénommé Weborei Mafaham. Le compte rendu de Nafisa Hassan et Aboubakar Souley.
procéder à la validation du code de conduite en milieu scolaire du programme quinquennal dénommé Weborema Farha. C'est l'objectif de cet atelier initié par la coalition ASSO et PT qui s'inscrit dans la vision de la feuille de route de qualité des ministères en charge de l'éducation et d'asseoir une discipline au sein des établissements scolaires. Améliorer l'état nutritionnel et le niveau d'éveil des enfants de 0 à 6 ans, y compris ceux handicapés, même en situation d'urgence dans la région de Dosso et Tillabéri, dans 50 villages issus de 13 communes. Promouvoir le droit à la protection des adolescentes contre les violences basées sur le genre, ainsi que leur autonomisation socio-économique dans ces villages de ces communes indiquées. Assurer la jouissance d'une éducation de qualité au primaire et au secondaire, même en situation d'urgence, aux filles et aux garçons des régions de Dosso, Tillabéri, en vue de leur insertion socio-professionnelle. Le présent code de conduite a pour but de contribuer à l'atteinte des objectifs cités si haut, en assurant le renforcement de la cohésion sociale, la protection des élèves, filles et garçons, dans l'environnement scolaire. Il permettra également de faire la promotion des valeurs citoyennes, à même de développer la convivialité entre acteurs et de garantir l'intégration effective de l'école à son milieu et du maintien des jeunes en milieu scolaire. Une initiative encouragée par les autorités en charge de l'éducation. En plus de nombreuses activités qu'elle mène, ASSO et PT Niger, avec l'appui de Plan Belgique et Plan Niger, met en œuvre un programme quinquennal dénommé Weborei Mafarha pour la période 2027-2021. Ce programme, au regard des objectifs qu'il vise et des résultats attendus, contribuera en un point d'outil à l'atteinte des objectifs visés dans les politiques éducatives que met en œuvre notre département ministériel. En effet, l'objectif global visé est que les jeunes filles et les garçons des régions de Dosso et de Tillabéri, particulièrement les filles et les enfants handicapés issus des communautés vulnérables, jouissent d'une éducation de qualité au primaire et au secondaire, même en situation d'urgence, en vue de leur insertion socio-professionnelle. Le code de conduite en milieu scolaire, une fois validé, servira de charte d'engagement de l'ensemble des acteurs du milieu scolaire pour améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des élèves en général et des filles en particulier. Assemblée générale cet après-midi à l'université Abdou Moumouni de la coordination des structures de vacances de la région de Tillabéri. Elle a pour objectif principal d'offrir une meilleure visibilité à son nouveau bureau. Le compte rendu de Abdul Razak Léo et Sadou Domi. C'est une assemblée générale, la toute première post-renouvellement du bureau coordination des structures de vacances de la région de Tillabéri, après avoir brossé l'actualité sur les plans, entre autres international et national, lors de la présentation de la structure. La coordination des structures de vacances de la région de Tillabéri est une organisation apolitique non confessionnelle se démarquant de tout caractère ethno-régionaliste. Elle est une commission de parlement de l'ISN, regroupant l'ensemble des étudiants et scolaires de la région de Tillabéri autour d'un idéal commun, c'est-à-dire la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. Elle coordonne l'ensemble des structures de vacances de la région de Tillabéri, à savoir la structure de vacances du département de Filengue, Saï, Walam, Tillabéri, Kolo, Tera, Torodi, Ayoru, Abala, Baleyara, Gote, Bankilare et Banebang. Ça n'est suivi la présentation des apports que la structure compte apporter sur le plan syndical, où elle compte veiller par exemple sur l'implication des jeunes scolaires dans les activités de la CSVRT et enquérir du matériel de sonorisation, une moto et un ordinateur, avant d'enchaîner sur le plan académique où le comité exécutif s'engagera à accompagner les structures départementales en les dotant de fournitures scolaires et en les rendant visite régulièrement pendant les cours de vacances. Le plan social où il compte organiser une campagne de sensibilisation de la région sur l'éducation, la sécurité et la santé, ou encore renforcer la cohésion sociale. Puis sur le plan culturel et sportif où il compte
Créer une équipe de football pour la CSVRT, doter l'équipe de maillots et de chaussures crampons. Faire un tournoi interdépartemental entre les différentes structures de la région de Tillabéri. Organiser un tournoi de lutte interdépartemental. Faire une kermesse accompagné d'une soirée culturelle dans l'un des départements de la région de Tillabéri en collaboration avec le comité exécutif de la dite structure. Organiser des matchs amicaux avec d'autres structures sœurs. Faire un concours de jeux, de joutes oratoires et d'athlétisme. Organiser une nuit culturelle où tous les différents départements vont compétir dans une discipline quelconque afin de nous faire découvrir les potentialités culturelles que regorge notre chère région. Telles sont entre autres les ambitions pour le redressement de leur cadre organisationnel qui est soumis à l'appréciation de tous et donc de la grande base souveraine. Pour rappel, le principal objectif de cette Assemblée générale est de donner une vraie visibilité à cette structure. Le volet reportage de ce journal s'intéresse à un fléau qui gangrène la société, c'est bien la vente de médicaments contrefaits. Ces médicaments qui sont accessibles à tous présentent des conséquences incalculables sur la santé de la population. Reportage de nos confrères de Canal 3. Derrière les portes de ces magasins se déroule et se développe un des trafics les plus dangereux au monde. Il s'agit de celui de la distribution et de la vente des médicaments pharmaceutiques illégaux. Un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, atteignant des proportions inimaginables avec son cortège de victimes. Ces faux produits de toutes sortes, souvent d'origine indienne ou chinoise, ont envahi toutes les grandes villes de notre pays. Aujourd'hui, la région des Inders et la ville des Inders seule compte plus de 50 dépôts illégaux connus du ministère, de l'État. Tout le monde est au courant de ça. Mais ils ont peur d'affronter les bandits du médicament. Et je ne sais pas, l'État adopte une stratégie clientéliste qui est aussi entre répression et tolérance. On tolère qui on veut, on réprime qui on veut. Je pense que nous, aujourd'hui, on est stupéfaits de voir que ce phénomène a quitté Zender. Zender, c'est hyper développé, c'est arrivé à Maradi. De Maradi maintenant à Tawa, devant l'hôpital de Tawa, vous allez trouver des dépôts. Et ça quitte Tawa, c'est à Niamey maintenant, dans Niamey-ville. À Dosso, n'en parlons pas, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est dans la capitale. Demain, je ne sais pas si ce serait où. Pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène, nous sommes promenés dans la capitale, notamment au niveau de la multitude de dépôts autour desquels s'organise tout un réseau efficace de distribution. Si le monopole a été donné à l'État, aux pharmaciens, c'est parce que les pharmaciens sont compétents pour vendre les produits. Certaines personnes font la vente de tout type de produits, de toutes les classes pharmacologiques, de tous les produits possibles, des abortifs, des produits dopants, de n'importe quel type de produits, les psychotropes, les produits les plus dangereux. Ils font la vente de ces produits-là sans être inquiétés, au vu et au su de tout le monde. Le circuit des médicaments fait partie des circuits les mieux contrôlés au monde, les plus traçables au monde. Donc, dès lors que le médicament quitte le circuit, la traçabilité est rompue. Donc, directement, ça met le patient en danger, ça met la population en danger. C'est-à-dire que le système de santé n'est plus fiable. Dès lors qu'on peut trouver les médicaments partout, ça veut dire que le système de santé n'est pas fiable. Parce qu'on n'a pas le contrôle parfait du système de santé. Mais côté médical, d'abord il y a des avortements que les gens ne comprennent pas. Parce que les femmes prennent ces produits-là. Quand ils prennent ces produits-là, ça peut provoquer un avortement en cas de grossesse, une intoxication, un problème au niveau du foie, donc des hépatites. Ça peut créer aussi des cancers. Ça peut créer tous les types de maladies que vous connaissez. Parce qu'un médicament, même s'il n'y a pas un médicament le médicament n'est pas un produit banal. Il peut être toxique. À tout moment, il peut être toxique pour certains. Il peut être accepté par certains. Il peut être toxique pour d'autres. C'est pour ça qu'il y a la pharmacovigilance. Donc on suit l'évolution de la vie des médicaments. Quand il devient toxique, on l'arrête. Dès lors qu'il devient... Mais quand ce n'est pas dans les circuits normaux, comment est-ce qu'on peut savoir s'il est toxique ou pas? Au regard de l'ampleur de ce trafic et surtout des risques et menaces qu'il fait courir sur la santé et la vie des populations, il y a lieu de s'inquiéter et de tirer la sonnette d'alarme pour que l'État veille à la sécurité des patients en ayant un œil vigilant sur la circulation des produits pharmaceutiques, de la fabrication
à la distribution, en passant par la dispensation de ceux-ci. D'ailleurs, c'est dans ce souci que l'État a interdit à travers une loi la présence de dépôts illégaux dans les localités disposant de pharmacies, donnant le monopole aux spécialistes du domaine, eux-mêmes soumis à un contrôle obligatoire. Cette situation aux conséquences désastreuses et dangereuses doit interpeller tous les ministères concernés et les autres acteurs du secteur à conjuguer les efforts pour juguler ce trafic de médicaments pharmaceutiques illégaux en vue de préserver le bien-être des populations. Du sport, avant de refermer ce journal, la présentation au président de la FENIFOOT des trophées de la meilleure équipe et celui du meilleur entraîneur de l'année 2017. Les récipiendaires sont le MENA Kadé et l'entraîneur Soumaïla Tchamogo pour avoir inscrit en lettres d'or l'histoire du football nigérien en qualifiant pour la première fois le Niger à une Coupe du Monde. Le compte rendu de Ibrahim Abdou Tikiri. Les trophées de la meilleure équipe 2017, du meilleur entraîneur 2017, c'est la moisson du football à l'occasion de la première édition des meilleurs sportifs de l'année organisée par le chroniqueur sportif de l'ORTN Mamadou Guingrey à travers l'agence de communication J-Riacom. C'est donc ces deux trophées qui ont été présentés au président de la Fédération nigérienne de football. Ces trophées ici présents, donc c'est pas seulement pour nous. Ce trophée est pour tout l'ensemble du peuple nigérien, pour tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à la fin de notre parcours. Ça ne peut être que réaction de fierté. Et je remercie la Fédération nigérienne de football qui a placé sa confiance à ma personne. Et je dirais qu'à travers ma modeste personne, c'est le travail de tout un groupe qui a été récompensé aujourd'hui à travers ce trophée-là. Je me dis que quelque part, il y a quand même des gens qui ont cru en nous et qui nous ont placé leur confiance. En tout cas, je dis merci pour tous ceux qui nous ont soutenus. Après avoir félicité les récipiendaires, le colonel-major Pelé les a invités à mieux faire lors de la CAN U20 prévue au Niger en 2019. C'est un travail d'ensemble. C'est une équipe qui a travaillé. Je préside un comité exécutif depuis des années qui m'a toujours soutenu, qui a toujours œuvré en tout cas pour qu'on arrive à ces résultats-là, et y compris donc les staffs techniques qu'on a sollicités tout le temps pour détecter ces jeunes-là, pour faire un travail assez laborieux. Ça nous a amené à ce résultat-là. L'un de mes seuls regrets, si je peux dire, c'est que j'ai l'impression que jusque-là, les gens ne prennent pas la mesure du travail abattu, du niveau où on est arrivé. Jusque-là, j'ai l'impression que les gens ne sont pas trop conscients de ça. Il faut que les gens comprennent que c'est un effort, en tout cas, c'est un exploit qui a été fait et qu'il faille justement continuer à appuyer cet effort-là pour qu'on puisse avoir des lendemains meilleurs. Le président de la FENIFOOT d'inviter les uns et les autres à une synergie d'action pour une préparation sérieuse du MENA Junior en attendant la CAN Junior prévue dans notre pays. On a un challenge, d'autant plus qu'il y a commencé à avoir un bruit inutile déjà autour de cette compétition-là, alors qu'on devrait justement faire une convergence des synergies pour pouvoir avoir un succès. C'est une opportunité pour le Niger. Comme je l'ai expliqué à certains tantôt, aujourd'hui, avec les réformes que la CAF a fait des compétitions, notamment des jeunes, les moins de 17 ans, les moins de 20 ans, c'est pas évident qu'on puisse avoir une autre opportunité d'aller en Coupe du Monde. Et je suis confiant sur le fait qu'on peut le faire de manière plus éclatante que la première fois, parce qu'on a quand même des enseignements à tirer. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.